Comment l'algèbre des Arabes a-t-elle été transmise en Europe? Oh, vous le savez, un homme, un irresponsable, ou plutôt un livre. Je vous en parle suffisamment ailleurs. Écoutez ce qu'en dit Montucla. L'algèbre, qui avait pris naissance chez les Arabes, fut transplantée au commencement de ce siècle en Occident. L'Europe a cette obligation à Léonard de Pise, qui portait du désir de s'instruire dans les mathématiques, fit de longs voyages en Arabie et dans les autres contrées orientales. À son retour, il fit connaître l'algèbre à ses compatriotes, et nous trouvons même qu'elle fit d'assez rapides progrès. Léonard de Pise a été rebaptisé depuis Fibonacci. Plusieurs manuscrits de lui nous sont parvenus, mais celui qui a eu le plus d'influence est le Liber Abaci, le livre de Labac. Il faut comprendre le mot abac dans le sens de calcul, et même, plus précisément, calcul appliqué. On trouve dans ce livre des quantités de problèmes que nous traduisons par des équations ou des systèmes d'équations. Il y a en plus un chapitre entier sur l'algèbre et Al-Muqabala d'Al-Khawarizmi. Les sources arabes de Fibonacci ont été abondamment étudiées. Ce sont pour l'essentiel des traductions latines de livres arabes, comme les algèbres d'Al-Khawarizmi et Al-Kamil. Mais si on écoutait un peu ce que lui-même en dit. Quand mon père était employé par Pise à la douane de Bougie pour assister les marchands qui la fréquentaient, il me fit venir à lui alors que j'étais enfant, dans l'intention de m'assurer un avenir utile et avantageux. Il voulut que je restasse quelques jours pour qu'on m'y enseigne l'étude du calcul. Là, introduit par un enseignement admirable dans l'art des 9 chiffres indiens, j'ai aimé cette science plus que tout, et j'ai compris ce qu'Anel en étudiait en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Sicile et en Provence, avec ses différentes méthodes. Autant de places de commerce dans lesquelles je me suis rendu par la suite, et où je me suis instruit par beaucoup d'études et par le conflit des discussions. Donc, Fibonacci reconnaît lui-même que parmi les places commerçantes où il s'est rendu pour apprendre les méthodes arabes, figuraient non seulement l'Égypte et la Syrie, mais aussi la Sicile, et puis la Provence, c'est-à-dire le sud de la France actuelle. Dans notre inconscient collectif, la Renaissance reste associée à l'impressionnant développement des villes commerçantes italiennes. Pise, mais aussi et surtout Florence et Venise. Le voyageur du début de la Renaissance est incarné par Marco Polo, dont les voyages depuis Venise jusqu'en Chine ont fait rêver toute l'Europe pendant des siècles. Mais Marco Polo n'était pas le seul voyageur, ni l'Italie le seul pays à avoir des villes commerçantes. Et quand il s'agit de suivre des échanges culturels entre le sud et le nord de la Méditerranée, il faut forcément regarder du côté de la péninsule ibérique. Il y a dans l'histoire espagnole une date qui est l'équivalent pour nous de 1515 Marignan. C'est 1212 Las Navas de Tolosa. 10 ans seulement après l'écriture du Liber Abaci. Cette bataille a été une étape clé dans la guerre des royaumes chrétiens d'Aragon et de Castille contre Al-Andalus, c'est-à-dire les califats musulmans du sud de la péninsule. Sauf que parler d'Espagne à cette époque-là est parfaitement anachronique. Le royaume d'Aragon de l'époque couvrait non seulement l'Aragon et la Catalogne actuelle, mais aussi par le jeu des alliances, la Sicile, la Sardaigne et une partie de la France méridionale, dont, en particulier, la ville de Montpellier. Et ça, c'était à cause d'une dame que vous allez apprécier, Marie de Montpellier.
Cette Marie était devenue par le décès de son père, seigneur de Montpellier, et par son mariage, comtesse de Barcelone et reine d'Aragon. L'heureux époux, c'était Pierre II d'Aragon, qui sera le grand vainqueur de las Navas de Tolosa. En attendant, nous sommes 5 ans avant, et il regrette d'avoir épousé Marie et ne réside même pas avec elle. Et ça complique quelque peu la tâche, fondamentale pour une reine, de donner un héritier au trône. Selon les chroniques, soit les consuls de Montpellier, soit Marie elle-même auraient orchestré le stratagème suivant. Ayant appris que le roi convoitait une belle dame du voisinage, ils lui ont fait croire que la dite dame accepterait de le rejoindre en sa couche, à la condition expresse qu'elle ne puisse être vue de quiconque, pas même de lui. Le roi accepte, et pendant une semaine avant la réalisation du projet, tous les habitants de Montpellier sont invités à prier et les clercs à dire des messes pour la réussite de l'entreprise. Le jour dit, Marie est accompagnée à la chambre du roi par 12 consuls, autant de nobles dames, 2 notaires, le représentant de l'évêque et quelques autres religieux. Le roi ne s'aperçoit de rien, et à l'aube, tout le monde entre dans la chambre afin de dûment constater que le roi a bel et bien couché avec la reine, et que la légitimité de l'enfant à naître ne peut plus être contestée. La scène a été dûment immortalisée, d'où la photo que vous avez sous les yeux. Selon le chroniqueur, le roi aurait sauté de sa couche et dit « Puisque c'est ainsi, Dieu veuille accomplir vos vœux. » Et Dieu a donné 9 mois plus tard à la reine Marie un fils qui est devenu Jacques le Conquérant, seigneur d'Aragon et de Montpellier. Voilà, bien. Toujours est-il que, comme Pise, Florence ou Barcelone, Montpellier a développé très tôt un commerce dynamique avec le nord de l'Europe, la Catalogne, l'Italie et aussi le reste de la Méditerranée, et en particulier les califats musulmans. Comment pouvait se présenter une ville commerçante au Moyen Âge ? Il y avait bien sûr des échoppes fixes, comme ici un drapier à gauche et un apothicaire à droite. Il y avait aussi des marchés hebdomadaires, comme de nos jours, où s'échangeaient des denrées de production locale. Enfin, il y avait les foires, 1, voire 2 ou 3 fois par an, à date fixe, où avaient lieu les échanges internationaux. Du drap de laine provenant d'Angleterre, des métaux d'Allemagne, des épices d'Orient, etc. Les échanges commerciaux étaient singulièrement plus compliqués que de nos jours. D'abord parce que pratiquement chaque ville importante avait sa monnaie propre, dont le cours par rapport aux autres pouvait varier, d'où une importante activité de changeurs. Un système de prêt permettait d'alléger et sécuriser les échanges d'une foire à l'autre. Les prêteurs se transformaient parfois en usuriers. Non seulement les monnaies, mais encore les mesures et les poids étaient différents. De sorte que l'opération de base pour un marchand consistait par exemple à acheter une certaine quantité de draps dans une ville avec une certaine monnaie et de la revendre avec une unité de longueur différente et une autre monnaie. Il y avait aussi des trocs, des associations, des prêts à intérêt et des paiements différés. Bref, le commerce de l'époque demandait une compétence arithmétique non négligeable, qui ne pouvait s'acquérir que par un enseignement spécialisé. Les riches marchands avaient pris l'habitude d'envoyer leurs enfants dans des écoles où ils apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi à compter. Les Italiens appelaient cela des scuole di abbacco, écoles de calcul.
j'en vois une qui rêvasse au premier rang. Les enseignants étaient des maestri di abbacco. Certains de ces enseignants ont laissé des livres. De nos jours, on les désigne plutôt par arithmétique commerciale. En France et en Espagne, on avait plutôt tendance à parler d'algoriste pour les enseignants, algorithme pour la technique, ce qui rappelait l'antériorité d'Al-Khawarizmi. La supériorité évidente que donnaient aux marchands arabes leurs techniques mathématiques avait forcément fait école. Et il n'y a aucune raison de penser que seul le Liber Abaci de Fibonacci a servi à enseigner ces techniques. Les villes commerçantes catalanes et aragonaises en particulier étaient bien placées pour accéder à des traductions des traités commerciaux arabes. Malgré tout, il semble que les maîtres d'abac italiens ont eu longtemps un certain prestige, puisqu'on en retrouve comme enseignants de mathématiques, loin de leur Italie natale. En particulier à Montpellier, puisque nous en parlions. Une des plus anciennes arithmétiques commerciales qui contiennent des méthodes d'algèbre est le Tractatus Algorithmi de Jacopo da Firenze. Malgré le titre latin, malgré le nom de l'auteur, qui écrit en dialecte toscan, le livre a bien été écrit à Montpellier. Même si beaucoup des thèmes traités sont communs, les différences avec le Liber Abaci de Fibonacci sont notables. En particulier pour l'algèbre, on y trouve un traitement systématique de presque toutes les équations du troisième et du quatrième degré qui se ramènent au second. À la génération suivante, un autre livre d'abac a aussi été écrit par un natif de Florence, en toscan, à Montpellier, le Libro di Ragioni de Paolo Gherardi. Voici comment il commence. Au nom de Dieu, de sa très sainte mère et de toute la cour céleste, ce livre de problèmes sera écrit selon les règles et le cours d'abac fait par Paolo Gherardi de Florence, au nom et en l'honneur de tous les bons raisonneurs. Qu'il me soit donné de le commencer et mieux de le finir. Le 30 janvier 1327, selon le cours de Montpellier. Il est donc avéré qu'il y a eu à Montpellier une tradition d'enseignement des mathématiques commerciales et que pour cet enseignement, on a fait venir des professeurs toscans. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de maîtres d'abac languedociens, capables de s'adresser à leurs élèves dans leur langue, l'occitan. Vous voyez ici la première page d'un manuscrit sans nom d'auteur, dont il est seulement mentionné qu'il a été écrit à Pamiers, au sud-est de Toulouse. Il est écrit en occitan. Le titre signifie « résumé de l'art de l'algorithme », le dernier mot étant pris au sens des techniques de calcul des Arabes. Après les dédicaces religieuses habituelles, l'auteur annonce un bref résumé de l'art d'Al-Khawarizmi qui fut, dit-il, homme sage et discret et maître dans les 4 arts, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, c'est-à-dire le vieux quadrivium de Boès. Sauf que le manuscrit contient des problèmes algébriques bien plus avancés que ceux du temps de Boès. En particulier, celui-ci. Il y a 5 hommes qui veulent acheter une pièce de drap, de sorte que le premier demande à tous les autres la moitié de tout l'or et l'argent qu'ils portent, le second demande le tiers, etc., jusqu'au 5e qui demande le 6e. La question est, combien coûte la pièce de drap et combien chacun a-t-il ? Le problème est beaucoup plus facile à comprendre pour nous dans l'écriture algébrique actuelle. Si vous notez XI l'avoir du marchand numéro I et C le coût de la pièce de drap, vous voyez le système de 5 équations de l'énoncé.
Comme vous le constatez, il y a 5 équations et 6 inconnues. En écrivant la somme de chaque marchand en fonction du coût C, on obtient la solution générale que vous voyez écrite en dessous. Observez que l'avoir du premier marchand est forcément négatif. Voici ce que dit l'auteur. Il commence par poser 60. Pour son plaisir, dit-il. En fait, parce que 60 est divisible par les entiers de 2 à 5. Sa méthode de résolution, ensuite, consiste à passer par les inconnus auxiliaires que constitue la somme des 5 avoirs, moins chacun d'entre eux. Peu importe les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution est correcte. Mais surtout, qu'elle donne un résultat négatif pour le premier acheteur, ce que l'auteur traduit par un nombre « moins que rien », dit-il, et qu'il accepte sans sourciller. C'est la toute première fois en Europe qu'on reconnaît la validité d'une solution négative parce qu'elle est mathématiquement correcte. Tenez, vous vous souvenez de ce que je vous disais sur l'échange monétaire de ville à ville ? Voici un exemple. D'Avignon à Montpellier, il y a moins de 100 km, et de Perpignan à Montpellier, environ 150. Quand 3 deniers de Perpignan valent 5 deniers de Montpellier, et 2 de Montpellier valent 3 de ceux d'Avignon, je demande combien 12 de ceux d'Avignon valent de ceux de Perpignan. Le denier n'est pas la seule unité monétaire du manuscrit. On y trouve aussi des livres, des écus et des moutons. Le mouton ou l'agnelle, c'est cette monnaie d'or frappée d'un agneau pascal qui a été un usage de Louis XI à Charles X. Voici les moutons dans un problème d'association à terme. 3 marchands s'associent. Le premier met 200 moutons et reste 15 mois. Le second met 94 moutons et reste 17 mois. Le troisième met 38 moutons et reste 10 mois. À échéance, il trouve 400 de gains. Je demande comment ils doivent se les répartir. Après la règle de 3 et ses multiples applications, vient en général dans les traités d'Abach l'algèbre proprement dite, c'est-à-dire la résolution d'équations. Les 2 méthodes phares sont les 2 règles de fausse position, simple et double. Je vous en parle ailleurs, donc je ne vais pas me répéter. Voici le début du chapitre sur la double fausse position, qui est considérée comme une technique difficile. Suis la règle de 2 fausses positions avec ses exemples. C'est la 3e règle très merveilleuse qui, à partir de 2 erreurs, consiste à trouver la vérité. Après que j'ai traité d'1 fausse position, il me reste à traiter de 2. 3e règle dont je donnerai divers exemples et divers enseignements, puisqu'elle sert de différentes manières pour faire des raisonnements variés très difficiles, qui, sans cette règle, serait d'une grande fatigue, comme le démontreront les exemples suivants. Après les règles générales viennent en fin de cours des exercices du type des récréations mathématiques, de ces exercices dont les énoncés courent dans tous les continents au fil des siècles. Celui-ci est une version du problème des 100 volailles qui est apparu pour la première fois en Chine au 5e siècle. Je vous raconte son histoire ailleurs. Un marchand achète 30 cannes de drap qui coûtent 30 moutons. Il y en a qui coûtent 4 moutons, d'autres 2 moutons et d'autres un demi-mouton. Je demande combien y en a-t-il de chacune. C'est le dernier problème du livre. Après avoir donné une réponse sans explication, l'auteur conclut « Ainsi finit le présent livre de la science d'arithmétique, vulgairement appelé algorithme ».
Et ainsi finit la présente histoire de la science des abacs, familièrement sous-titrée Algorithme en Languedoc. Ah, ben là au moins, je ne peux pas dire que ça a été trop difficile, ni me plaindre d'une grande fatigue pour trouver la vanne de la fin.